Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo bonus qu'on m'a demandé je ne sais combien de fois. Je pense que vous êtes de plus en plus nombreuses, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à suivre mon quotidien, mais que vous ne me connaissez pas encore, ou du moins que vous n'avez pas toutes les infos pour me connaître. Et du coup, on m'a demandé vraiment à plusieurs reprises si je pouvais réaliser une petite FAQ. Sur Instagram, du coup, je vous ai mis une petite vignette sondage pour que vous puissiez poser vos questions. Il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois, des questions qu'on me pose tout le temps, que ce soit par message privé ou via des questions, mais je vais vous répondre. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clémence, j'ai 26 ans et je suis la jeune maman d'Angelina qui a 3 ans passés et de Valentina qui vient d'avoir 1 an, et je suis en couple depuis beaucoup trop longtemps avec mon chéri, le papa de mes filles, qui travaille en décalé, donc on n'a pas les mêmes horaires, et je partage énormément de mon quotidien de jeune maman solo entre guillemets. Je ne suis pas solo dans la vraie vie, mais je suis solo dans mon organisation avec mes filles. Depuis qu'on a ce rythme là avec Kevin, en fait je partage beaucoup mon quotidien, mon organisation, mes rushs du soir et tout simplement ma vie de maman les 3/4 du temps solo. J'ai du coup mon petit panel de questions juste ici, et je vais commencer par la question que tout le monde me pose 45 fois je pense dans le mois, et à chaque fois que je pose une FAQ, en fait on me pose cette question: est-ce que tu veux un 3e enfant? Est-ce que vous voulez d'autres enfants, etc. Tout ce qui va englober cette question-là. Non, je ne veux pas d'autres enfants. Non, je ne veux pas de 3e enfant. J'ai mes 2 filles et ça me convient amplement. Ce n'est pas dans nos projets ni notre objectif futur d'avoir un 3e enfant. Pas du tout. Pour nous, nous sommes au complet. On est très très bien à 4. Il ne faut jamais dire jamais, car on ne sait jamais de quoi demain est fait. Je n'ai que 26 ans. Si ça se trouve dans 10 ans, je vais vous dire que mon choix il a totalement changé et qu'au final je veux un 3e, un 4e, un 5e. Bon, l'objectif n'est vraiment pas là, je vous le dis. Je ne vais pas vous annoncer une grossesse dans 1 an, 2 ans, 3 ans, n'attendez pas ça. Si vous restez sur cette chaîne pour voir d'autres grossesses, je vais vous décevoir, vous n'en verrez pas. Ce n'est absolument pas l'objectif. La deuxième question, comment t'organises-tu avec tes 2 enfants qui ont peu d'écart d'âge? Je vous avoue que c'est sportif, c'est une sacrée organisation. C'est pas à partir du moment où Valentina elle est née que ça y est, mon organisation elle était toute trouvée. Pas du tout. J'ai mis vraiment du temps avant de trouver la meilleure organisation pour moi, pour mes filles, selon mon rythme, selon ma vie, selon un travail que j'allais reprendre juste après avoir accouché de Valentina, selon plein de critères. Voilà, c'est toute une organisation, mais après une fois qu'on trouve la bonne organisation pour nous, ce qui nous convient le mieux et là où on se sent le plus à l'aise, et ben au final tout roule comme on veut et tout fonctionne super bien. Petit exemple d'organisation, le matin c'est vrai que j'aime prendre le temps tranquillement de déjeuner. Je déteste au plus haut point être speed, et du coup je me réveille un petit peu plus tôt que les filles, et ensuite au fur et à mesure je prends ma douche, je déjeune, je vais réveiller tranquillement les filles aussi. J'aime que le matin ce soit vraiment tranquille, quitte à se réveiller peut-être une demi-heure plus tôt, mais que ce soit vraiment tranquille. Après je suis dans un travail, enfin dans un métier où je commence qu'à 9h, donc ça va, j'ai le temps. C'est pas comme si je commençais à 7h30 et que c'était vraiment le rush, pas du tout. Tout se goupille super bien. Voilà, les filles déjeunent, je les prépare. Ensuite, dans un premier lieu, on envoie Angelina à l'école. Juste après, j'envoie Valentina chez la nourrice, et juste après, c'est moi qui vais au travail. La journée se passe, le midi, j'ai le temps de rentrer chez moi. Et le soir, ensuite, quand je rentre, je récupère Valentina au passage chez la nourrice. Angelina, c'est son papa qui la récupère et qui la ramène directement à la maison. Donc elle est tranquillou avec son papa pour la fin d'après-midi. Et ensuite, avec Kevin, on a à peu près 1 heure grand max en commun. Ensuite lui il part au travail, et moi du coup je gère le rush du soir avec les filles, c'est-à-dire le bain, le repas du soir et ensuite le coucher. Pour le coucher, j'ai de la chance d'avoir des filles qui sont plutôt coopératives et qui s'endorment très vite, très bien, et qui n'ont besoin de rien pour s'endormir. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de veilleuse, il n'y a rien du tout. Je les pose dans le lit avec leur doudou, leur tétine. On lit une petite histoire, mais pas tous les soirs non plus, et ensuite elles s'endorment tranquillement. Valentina, la plupart du temps je la couche sur les coups de 19h, 19h15, et Angelina, ça dépend si elle a école ou pas, mais grand max 20h elle est couchée.
Ce qui fait que moi en fait au final à partir de 20h j'ai ma soirée aussi tranquille. Et ça, vraiment, j'y tiens énormément. Non pas que je ne veuille pas être avec mes enfants, bien au contraire. Je préférerais avoir toutes mes journées avec mes enfants. Mais je me lève quand même assez tôt pour pouvoir tout préparer. J'ai ma journée de travail. Et donc le soir, c'est vrai que quand il arrive 20h, j'aime bien me poser tranquillou. Que ce soit sur mon téléphone, je regarde une série, je mange toute seule, je suis tranquille. Et c'est un moment que j'apprécie. J'apprécie d'autant plus quand Kevin est avec moi, mais j'ai appris tout simplement à apprécier aussi mes moments de solitude que je vivais très très mal auparavant. J'ai appris à accepter la situation professionnelle dans laquelle nous sommes tous les deux, c'est-à-dire travailler complètement en décalé. Et j'ai accepté d'avoir mes soirées aussi tranquilles le soir, voilà, de manger sur mon canapé. Ok, ça peut paraître un petit peu triste on va dire parce que je mange toute seule quasiment tous les soirs sur le canapé, mais en fait c'est un moment où je suis peinarde et c'est un moment où je m'occupe de d'autres choses. Je m'occupe de mes réseaux sociaux, je m'occupe de ma chaîne YouTube, je m'occupe de penser aussi à mon organisation pour le lendemain. Je fais mon linge, mes machines, je m'organise en fait sur mon quotidien et ça c'est un moment en fait où ma bulle, et ben, je sais que mes filles elles sont couchées donc je peux vraiment me concentrer sur autre chose. Est-ce que vous envisagez d'acheter une maison? Oui, on envisage d'acheter une maison, sauf qu'on est en pleine réflexion parce que je vous avoue que étant bretonne, quitter ma terre natale serait très 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 compliqué, mais nous avons une idée dans la tête qui serait de pourquoi pas déménager complètement de la région. Voilà, d'un point de vue Bretagne, d'un point de vue temps, d'un point de vue de plein de choses, on ne profite pas à 100% des privilèges qu'on peut avoir en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de privilèges quand même à vivre en Bretagne. Moi j'habite vraiment en bord de mer, mais vraiment vraiment en bord de mer. Sauf que voilà, j'ai pas de bateau, j'ai pas le permis bateau et je ne suis pas une grande fan au final de la mer dans le sens où je suis très très frileuse, donc je ne vais pas forcément me baigner, je fais pas de sport nautique non plus, je fais pas de paddle, de kite, de surf, de tout ça. En fait je n'en profite pas forcément à 100%. Et en fait je me rends compte que c'est pas au final quelque chose qui me fait tant que ça vibrer. Seul souci, moi j'ai ma famille qui est là et que si un jour je déménage, et ben ce serait extrêmement dur. Je pense que ça m'arracherait le cœur de devoir déménager, mais en même temps, si on a une opportunité qui s'offre à nous de pouvoir déménager, pourquoi pas dans le sud, parce qu'on adore le sud, c'est vraiment voilà, des endroits où on aime être, où on se sent bien, où il y a la chaleur, où c'est chaleureux et en fait, voilà, si l'opportunité se présente à nous, je pense qu'on la saisira. Après, il faut toute une logistique pour ça. Donc nous ne sommes pas propriétaires et je pense que nous ne souhaitons pas pour le moment être propriétaires tant que nous sommes ici en Bretagne. Comment gérez-vous les remarques et les critiques des gens qui n'ont pas d'enfants? Logiquement, les personnes qui n'ont pas d'enfants ne nous font pas de remarques. Après, il peut y en avoir certaines, on va dire, c'est pas forcément des remarques, c'est plus des réflexes de langage et on n'y tient pas trop compte parce que nous, ça nous arrive aussi, par exemple, d'avoir des réflexes de langage où on va donner notre point de vue sur une situation ou quoi que ce soit. On ne prête pas attention du tout. Les personnes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas du tout dans notre vie et quand bien même les personnes qui ont des enfants aussi peuvent au final nous critiquer encore plus que des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc vraiment toutes les critiques, on en a très peu déjà et quand on en a on fait pas du tout attention, on s'en fiche, c'est pas notre vie du tout, les personnes qui nous critiquent sont pas des personnes du coup de notre entourage. Envisages-tu à présent de réduire ton temps de travail? Alors moi j'ai repris le travail 4 mois seulement après la naissance de Valentina. J'ai repris à 100%. J'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle je suis. J'ai des collègues qui sont adorables et franchement je suis super bien tombée. J'ai postulé à une seule entreprise après avoir accouché parce que tout me correspondait, les horaires, l'entreprise, l'esprit de l'entreprise aussi. J'ai fait 2 entretiens qui se sont super bien passés. Et voilà, j'ai même pas cherché ailleurs parce que pour moi, tout me correspondait vraiment à 100%. Et je me sens très très bien dans cette entreprise à l'heure actuelle. J'ai des horaires qui sont très confortables par rapport à ma vie de famille.
Mais effectivement, avec du recul, la seule petite chose que je regrette, entre guillemets, c'est peut-être de ne pas avoir pris un 80% et de ne pas avoir pris mes mercredis. Déjà dans un premier temps pour m'occuper de mes filles, surtout Angelina qui elle n'a pas école du coup depuis qu'elle a repris en janvier l'école. Effectivement, c'est vrai que le mercredi, bah, je suis obligée de la laisser en garde, donc elle va chez ma maman. Heureusement, tous les mercredis, elle est avec ma maman, elle n'est pas ailleurs ou à droite à gauche quand on n'a pas de solution. Donc là, pour le coup, on a vraiment un plan B, donc c'est ce qui me rassure dans le fait que je n'ai pas pris effectivement les mercredis. Mais quelque part, je me dis que financièrement, un 100% aussi, bah, c'est tout aussi bien parce que bah, voilà, avec 2 enfants, c'est des charges et qu'on ne peut pas forcément se permettre de réduire tout le temps son temps de travail. J'aimerais beaucoup, mais financièrement, je peux peut-être pas forcément me le permettre. Donc pour l'instant, je reste à 100% et peut-être que la question se posera quand Valentina sera à l'école, donc c'est-à-dire dans 2 ans. Mais pour l'instant, tant qu'elle est chez la nourrice et que j'ai effectivement... Valentina va aller à l'école. Bah bientôt, dans 2 ans. Comment? Bah oui. Moi je vais à l'école aussi. Bah oui, comme chérie. Valentina. Eh oui. Moi je vais pas chez la nounou. Mais non. C'est que pour Valentina. Eh oui. Bah oui. La question se posera peut-être effectivement quand Valentina ira à l'école, mais pour l'instant, voilà, les mercredis, j'ai un mode de garde pour Angelina. Moi, je travaille, Valentina, elle est chez la nourrice. Tout se goupille bien, donc je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui, en tout cas, à être à 80%. Après, je vous dis ça, mais si ça se trouve, dans quelques mois, ça va me prendre comme une envie de... Et du coup, bah, je vais vouloir me mettre à 80%, j'en sais rien. Concernant les vacances, nous sommes partis en vacances du coup il y a 2 semaines. Donc où es-tu parti en vacances? On est parti en Espagne. On voulait absolument que notre premier voyage soit en Espagne. On voulait emmener nos filles tout simplement en Espagne parce que c'est vraiment notre pays de cœur et c'est surtout le pays d'origine de Kevin, du papa des filles. Donc c'était obligé qu'on aille là-bas pour notre premier voyage avec les filles. Et j'ai eu une question, du coup, est-ce que vous parlez espagnol? Alors moi, je parle l'espagnol scolaire, on va dire. Je suis pas du tout bilingue, ni anglais ni espagnol. J'ai un petit peu plus de facilité en anglais, mais mon espagnol reste correct. Après, là où on est parti, c'était plus aux alentours de Barcelone. Donc là-bas, ils parlent catalan. Et franchement, catalan, c'est une galère. Voilà. C'est pas du tout... Enfin, il y a des choses qui sont similaires avec l'espagnol, mais c'est pas aussi facile que l'espagnol, je trouve. Ils ont des tics de langage, ils ont des façons de prononcer certaines choses, ils ont des mots qui se correspondent pas trop et du coup des fois on était trop perdus parce qu'on pensait que ce mot là ça voulait dire ça voulait dire tout autre chose, on trouvait pas nos mots, ils nous reprenaient derrière, enfin bref, du coup voilà. Mais en tout cas moi c'est plus on va dire un espagnol scolaire plus. Et par contre, Kevin, lui, parle beaucoup mieux espagnol, il le comprend super bien et il le parle, oui, effectivement, beaucoup mieux que moi. Je pense pas qu'il soit bilingue, je sais pas si on peut dire qu'il est bilingue, mais il est pas loin, vraiment pas loin. Sa famille parle espagnol, il a beaucoup de familles aussi en Espagne et du coup, voilà, c'est vraiment... une langue que lui maîtrise. Comparé à l'anglais, ah bah l'anglais il parle comme une vache espagnole, voilà, tout simplement. Est-ce que tu gagnes bien avec YouTube? Alors, YouTube me permet d'avoir des revenus complémentaires, ça c'est sûr et certain et je ne l'ai jamais caché et ça me permet effectivement d'arrondir, on va dire, les fins de mois. Mais de là à en gagner ma vie, je peux vous dire que je suis très très loin quand même parce que voilà, YouTube il faut être régulière. En fait, YouTube, c'est comme si c'était votre propre petite entreprise et c'est vous qui la gérez. Donc, si vous l'alimentez pas, et ben, vous n'êtes pas payé. Et si vous faites des mauvaises statistiques, et ben, forcément, et ben, tout baisse en fait, tout simplement. YouTube, moi, je trouve que c'est un réseau social qui est très très bien, qui est très pertinent. Je trouve que c'est un réseau social qui est très qualitatif, mais par contre on est tout le temps en concurrence avec nous-mêmes, c'est à dire que on va poster une vidéo, on va être top 1 sur 10 par exemple parce qu'on est classé en fonction de nos vidéos. On va être top 1 sur 10 et puis bah, par exemple 2 semaines après vous allez publier une vidéo lambda et puis vous allez voir que vous êtes top 5 sur 10, vous vous dites bah mince, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. C'est une éternelle remise en question. Bref, YouTube, il faut être régulière, il faut vraiment l'alimenter souvent, il faut être consciencieuse et il faut faire du travail qualitatif pour ça. Comme je vous ai dit, YouTube, c'est votre
votre propre petite entreprise. Mais effectivement, quand tout ça est bien géré, quand tout ça est bien alimenté, et ben ça peut générer effectivement des revenus qui ne sont pas moindres. Ça peut très très bien aller haut comme ça peut être très très bas. Je me situe, je pense, sur une petite fourchette moyenne. Après, j'espère augmenter, c'est l'objectif. Mais en tout cas, oui, je génère forcément des gains avec YouTube. Et en contrepartie de ça aussi, je génère aussi des collaborations qui sont soit rémunérés ou soit sur des bases de gifting, c'est-à-dire que le gifting, vous recevez un produit gratuitement, vous le partagez gratuitement, mais vous avez eu le produit gratuitement, donc le produit vous appartient. Et vous avez aussi les collaborations qui vont être rémunérées. Donc là, on vous envoie le produit gratuitement. On vous paye aussi pour vous faire la promotion. Et ça, évidemment, ça génère beaucoup plus de gains. C'est pour ça que vous voyez énormément de vidéos et de youtubeuses qui font des placements de produits. Parce que certes, on est rémunéré via la plateforme, mais on est aussi beaucoup plus rémunéré par les marques. Et c'est ça qui nous permet aussi d'arrondir nos fins de mois. La rémunération sur les réseaux sociaux, les placements de produits, je sais que certaines ça peut les agacer, je sais que certaines ça les gonfle de voir collaboration rémunérée. Je suis la première moi à en faire, à en partager, mais il faut savoir aussi que c'est ce qui nous permet de faire évoluer notre chaîne, c'est ce qui nous permet derrière d'acheter du bon matériel, de pouvoir acheter une belle caméra, de pouvoir racheter par exemple des nouveaux meubles qu'on va pouvoir vous partager, de vous faire tout simplement partager notre contenu, nos créations, nos DIY. Voilà, on retape une chambre, évidemment, il nous faut des fonds derrière pour pouvoir vous proposer un nouveau lit, une nouvelle commode, de la nouvelle peinture, etc. qu'on va vous partager. Donc en fait, c'est tout un engrenage, les réseaux sociaux et notamment YouTube avec la rémunération, et c'est ce qui nous permet toujours de grandir, grandir, grandir. Quand on travaille, on gagne un salaire. Le salaire, l'objectif, c'est de nous nourrir, mais aussi de pourquoi pas s'acheter une maison, etc., etc., etc. Voilà, c'est plein de petits pas qui nous font avancer sur nos réseaux sociaux. Donc je sais que ça peut en agacer plus d'une, mais sachez que derrière, c'est ce qui nous permet aussi de faire évoluer tout notre travail et de grandir au fur et à mesure. Et tout ça, c'est aussi en partie grâce à vous. Tu travailles dans quoi? Alors je travaille dans une imprimerie en Bretagne et je suis assistante commerciale, mais je fais plein d'autres petites tâches au sein de cette entreprise, et c'est un univers que je ne connaissais absolument pas parce que moi à la base je suis issue du digital, donc pas du tout de l'univers du papier, de tout ce qui est palpable. Cette communication là est une communication qui est très ancienne et au final qui perdure et qui continue toujours autant. Et voilà, j'ai découvert cet univers, l'univers du papier, on va dire, il y a 8 mois maintenant, et ça me plaît énormément. Donc je travaille voilà, au sein d'une imprimerie en temps normal, enfin à 100%, mais à côté de ça, je suis aussi en auto-entrepreneur aussi pour mes réseaux sociaux. Que fait ton chéri dans la vie? Alors ça, c'est une question qui me revient aussi tout le temps. Kevin est directeur de restaurant. C'est pour ça qu'on a une vie complètement en décalé. Beaucoup pensaient qu'il était dans la fonction publique, type policier et ces choses-là. Pas du tout. Il n'est pas du tout dans la fonction publique. Il est directeur voilà, d'un restaurant, et du coup, on a tous nos horaires en décalé. Il travaille le soir. Moi, je ne travaille pas le soir. Il travaille le midi. Moi, j'ai ma pause le midi. Il travaille les week-ends. Et moi, je suis un week-end. Et c'est un bonheur. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise au moment de devenir maman? Je pense que c'est la dose d'amour qu'on se prend en pleine tronche. Je ne pensais pas aimer autant. Je ne pensais pas ressentir autant d'amour pour une personne. Me dire que là, en fait, ce bébé, il compte à 100% sur moi. Je suis son Dieu. Je suis son univers. Je suis son exemple. Je ne peux pas être plus bas que terre. C'est impossible. Pour mon bébé, je fais tout. Je donne tout. Mais tout en fait. Et en fait, ça c'est un sentiment et une sensation qu'on découvre uniquement quand on est maman. Surtout la vague d'amour qu'on se prend en pleine tête. C'est un truc de dingue en fait, comment vous pouvez aimer, comment vous pouvez mais tout faire pour votre enfant. Il y a cette partie-là. Et la deuxième partie qui m'a surprise au moment de devenir maman, c'est tout simplement que, alors j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est exceptionnelle avec moi et auquel je suis très 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 proche, mais en fait on devient maman.
On ne naît pas maman, voilà, même les personnes au final qui ne se sentent pas forcément d'avoir un enfant, etc. parce qu'elles ne font pas ceci, cela, parce qu'elles pensent qu'elles vont pas être ceci ou cela, il n'y a qu'une fois que vous êtes maman, tout simplement. On devient maman, on apprend à faire plein de choses, on apprend à être pharmacienne, infirmière, on est coiffeuse, on cuisine, voilà, on fait plein de choses, on apprend tous les métiers du monde en étant maman. Et ça vient au fur et à mesure. Et tout ça, on l'acquiert que quand on a des enfants au final. Donc voilà, toute cette dose de maturité qu'on prend en fait en étant maman, et ben une fois que c'est que quand on accouche en fait qu'on se dit bah ok c'est parti quoi, let's go. On a pris le train de la daronitude et puis on y va quoi. Des conseils pour une reprise de travail après 4 mois de congé maternité, ça va te faire du bien. Moi je te le dis, pour ta vie sociale, ça va te faire plus que du bien. Moi j'étais au chômage parce que du coup j'avais perdu le mode de garde d'Angelina avant qu'elle aille à la crèche en fait. Et une fois que j'ai retrouvé la crèche, enfin j'ai eu quelques mois de chômage, une fois qu'elle a eu la crèche, je suis tombée enceinte de Valentina. Donc du coup j'avais prolongé mon chômage. Sauf qu'au bout d'un moment, niveau vie sociale, et ben ça plonge. On voit personne, on se prépare pas, on devient une desperate housewife et en fait c'est vraiment ça. Alors j'ai adoré être maman au foyer pendant quelques temps. Franchement, j'ai adoré m'occuper de ma fille. J'ai adoré être enceinte et m'occuper de ma fille. J'ai adoré rester à la maison et c'est une chance mine de rien qu'on a de pouvoir rester à la maison. Mais j'ai aussi adoré reprendre le travail, reprendre des habitudes, reprendre une organisation, une routine, me lever tôt, me préparer, être apprêtée. Et ça franchement, j'ai adoré aussi. Donc en fait, laisse-toi le temps. Les conseils que je peux te donner, c'est laisse faire les choses et tout va bien se passer. Tout est positif. Prends le positif. Si ça te convient de reprendre le travail, tant mieux. Si ça te convient pas et que tu sens qu'au final tu veux retourner soit en congé mater, soit en congé parental ou soit maman au foyer, enfin peu importe ta situation, c'est ok aussi. En fait qu'on travaille pas, qu'on s'occupe de nos enfants ou qu'on les laisse à l'école, à la garderie, à la crèche, tout est ok et tout nous convient. C'est voilà, et chacun est libre, chacune est libre de faire ce qu'elle a envie. On ne doit pas en vouloir à une maman qui a besoin et l'envie de s'occuper de ses enfants jusqu'à l'école. On ne peut pas en vouloir à une maman qui a qu'une envie, c'est reprendre le travail, parce que mine de rien, être maman au foyer c'est aussi un taf. Donc voilà, il y en a qui préfèrent aussi déléguer, il y en a qui préfèrent aller au travail et financièrement peut-être avoir plus de gains, il y en a qui préfèrent gagner moins mais s'occuper de leurs enfants. Toutes les situations, c'est ok. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux et les deux situations, ça m'a plu. J'espère que tu vas bien. Comment se passe l'école pour ta grande? Je redoute ce moment. Alors moi, c'est passé comme une lettre à la poste. La transition crèche-école, je ne l'ai pas vue. À part que ça a fait évoluer l'enfant à côté, qu'elle parle beaucoup mieux, qu'elle a appris beaucoup de choses et qu'elle est beaucoup plus compréhensive sur plein de choses. Elle a gagné aussi énormément en autonomie. L'école, c'est trop bien. Dans l'école, franchement, c'est top. Angelina, elle s'éclate à l'école. C'est un pas en plus. En fait, au bout d'un moment, ils sont petits. Certes, mais au bout d'un moment, moi je voyais Angelina à la crèche, elle s'ennuyait parce qu'elle était une des plus grandes de la crèche et c'est normal d'aller à l'étape au-dessus. Nous, ça nous fait mal à notre petit cœur de maman. Mais en fait, c'est trop bien aussi parce qu'on est trop fiers de nos enfants et c'est l'étape du dessus. C'est comme ça. Après l'école, elle ira au collège. Après le collège, ce sera le lycée. C'est normal, c'est les étapes de vie et en fait, ils en ont besoin. Moi, je vois Angelina, elle a changé du tout au tout depuis qu'elle est à l'école. C'est trop bien pour elle. Elle a trop évolué et je redoutais, mais j'ai même pas pleuré le jour de la rentrée, c'était top. Franchement, elle s'éclate et c'est trop bien pour nos enfants l'école. Je vous jure, c'est incroyable. Combien d'enfants voulais-tu avant de devenir maman et ce chiffre a-t-il changé? Si oui, pourquoi? Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans une autre FAQ. Moi, j'ai toujours voulu avoir 3 enfants, malgré que ce soit contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant. Mais au final, vous allez comprendre que c'est pas forcément très contradictoire. J'ai toujours voulu avoir 3 enfants, je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été un chiffre en fait qui m'a toujours interpellée. Moi, je suis issue d'une famille qui a été recomposée. Donc avec des parents qui sont divorcés. Donc nous on est en fait, j'ai qu'un vrai frère. Mais après du côté de ma mère on est plusieurs. Du côté de mon père on est plusieurs aussi. J'ai une autre demi-sœur. Enfin voilà, bref, toute une famille un petit peu recomposée, décomposée, salade composée. Enfin voilà. J'ai toujours voulu avoir 3 enfants et au final j'ai eu mes 3 enfants tout simplement parce que
Avant Angelina, avant Valentina, j'étais déjà enceinte. Mais sauf que j'ai fait une fausse couche. Une fausse couche qui a été déclenchée, enfin une fausse couche qui a été repérée assez tôt. Donc je n'ai pas eu le temps d'avoir un ventre, je n'ai pas eu le temps d'aimer ce bébé qui a existé, mine de rien. Et je n'ai pas eu le temps de l'aimer et je ne l'ai pas connu, ce bébé, au final. Mais par contre, ça reste une petite histoire de moi-même, ça reste ancré en moi-même parce qu'au final, j'ai quand même eu un début de grossesse avec ce bébé-là. Donc pour moi ça compte quand même. Mais j'ai quand même eu mes 3 bébés, donc pour moi le chiffre n'a pas changé, sauf que à l'heure actuelle j'ai que 2 enfants et ça me convient très bien parce que si je devais en avoir 3, et ben après il faut un coffre de toit et il faut changer de bagnole et ça c'est une galère et une logistique en plus. Niveau logistique, je suis bien rodée, donc il faut pas changer ma logistique maintenant. Je termine avec une dernière question parce que cette vidéo sinon va être beaucoup trop longue. Est-ce que tu as des conseils pour qu'un compte Instagram sur la vie de maman gagne plus en abonnés et en visibilité? Les conseils que je peux donner à toute personne qui souhaiterait partager sa vie de maman, non pas que j'ai une immense communauté non plus et que je débute aussi dans ce milieu-là, mais si je peux donner des petits conseils, c'est d'être régulière, d'avoir un contenu qui est percutant, qui est pertinent, qui va attirer des personnes comme nous, des mamans, voilà, sur des sujets qui vont vraiment nous intéresser. Savoir que vous avez mangé à 14h et que vous vous êtes levé à 7h du mat tous les jours, ça nous intéresse pas forcément. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du bon plan, c'est des astuces, c'est de la routine, c'est des petites choses comme ça sur la vie de maman où voilà, on a envie de se sentir un petit peu concerné dans les contenus. Heureusement et malheureusement, les réseaux sociaux pour moi ça reste quand même beaucoup de voyeurisme. On aime beaucoup se comparer, on aime beaucoup voir ce qui se passe chez l'autre. On va des fois se complimenter, se rassurer quand on voit quelque chose chez quelqu'un d'autre et c'est vrai, les réseaux sociaux c'est vraiment ça. Après il faut faire attention à ce qu'on partage. La bienveillance attire la bienveillance, le néfaste attire le néfaste. Si tu partages des choses qui sont intéressantes, qui sont jolies, qui sont visuellement attirantes, qui sont percutantes où voilà, on va se sentir vraiment intéressé, ça ne peut que fonctionner. Si tu partages des choses qui sont bâclées, si tu partages des choses qui sont pas intéressantes, si tu n'es pas forcément régulière et si tu t'absentes d'un coup d'un seul et que tu reviens comme une fleur, on va pas forcément s'intéresser à toi, on va plutôt s'intéresser à des personnes où on se dit bah tiens, ça peut être notre copine, ça peut être notre amie, je me sens bien en la regardant, j'aime bien regarder ce qu'elle partage, j'aime bien regarder son contenu, tiens j'ai pas vu ce qu'elle a mis aujourd'hui, etc. Voilà, nous ce qu'on aime c'est les choses positives et c'est les choses qui vont nous intéresser. C'est la fin de cet FAQ, j'espère en tout cas que ça vous a plu, c'était une petite vidéo rapide mais bon en tout cas comme d'habitude j'adore vous répondre en question. Vous pouvez aussi me suivre et me rejoindre sur Instagram, je réponds la plupart du temps, enfin j'essaye du moins de vous répondre toujours à vos messages. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en envoyer par message privé sur Instagram. Et sinon on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, à très vite.